Les maisons ne sont pas bâties sur les sols, mais sur les braves femmes. Mesdames et messieurs, très chers internautes, bonjour et bienvenue dans votre émission Tribune des Sans-Voix sur AJK TV. Une émission exclusivement réservée aux sans-voix victimes d'injustice sociale. Et sur AJK TV, on en parle, on en discute et on en trouve une solution. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous célébrons la Journée internationale des droits des femmes. Et sur ce plateau, je reçois une dame professionnelle, virtueuse dans son domaine, efficace, engagée. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de recevoir Adam Diko, la directrice exécutive de l'AJICAT. Bonjour Adam. Bonjour. Oui. Ma première question est que le monde vous connaît en tant que femme engagée dans le domaine de la citoyenneté. Et vous, en tant que telle, de quoi rêvait Adam Diko quand vous étiez plus jeune? Ok, merci beaucoup pour l'invitation et merci pour toutes ces qualifications. ça fait plaisir. Et pour la question, quand j'étais encore plus jeune, je pense que mon rêve c'était ça. Mon rêve c'était vraiment ça, défendre les droits des autres, y compris mes droits, être en contact avec les gens et surtout toujours apprendre. Je pense que j'ai toujours rêvé de ça parce que depuis toute petite, j'étais passionnée de l'être humain, c'est-à-dire être en contact avec les gens, comprendre ce que les gens vivent, ce qu'ils subissent et comment est-ce que moi, en tant que personne, je peux défendre et comment je peux m'identifier dans ce qu'eux ils vivent. Donc je pense que je suis en train de vivre un rêve, quoi, en fait, une passion. Oui. Donc tout est parti de là, tous ces engagements. Oui, alors mon engagement est, comme je l'ai dit, depuis toute petite, je refusais le conformisme. J'ai toujours rejeté le conformisme, dire que toi tu es la jeune fille, c'est toi qui dois laver les ustensiles, lui c'est ton frère, c'est lui qui doit aller chercher de l'eau. Ça c'est des choses que depuis toute petite j'ai pas accepté. J'ai jamais accepté ça et dès lors j'ai grandi avec ce côté révolté, rebelle en moi, depuis au niveau de ma famille jusqu'au niveau à l'école où je demandais toujours à être responsable. En fait, je voulais pas être responsable, mais quand je voyais que parmi les candidats il y avait que des hommes, je me proposais pour être aussi devant la scène juste pour montrer que ce n'est pas un poste réservé qu'aux hommes. Donc j'ai toujours lutter contre ce conformisme. Donc mon engagement est venu de là, comme ça, tout naturellement, parce que je voulais toujours briser les barrières pour dire que non, nous aussi, en tant que jeunes filles, on peut le faire. Et j'ai toujours été animée par ces sentiments-là. On peut dire que c'était inné. Oui, bon, inné et quelque chose que je trouvais injuste quand même, depuis toute petite, que ce soit au niveau de la famille, dans le quartier, à l'école, c'était des choses que je me suis jamais identifiée dans ça. Donc, j'ai toujours été braquée contre le conformisme. On peut dire, alhamdoulilah, aujourd'hui, vous avez reçu, parce que vous êtes directrice exécutive de l'AJICAT Mali. Qu'est-ce que c'est que l'AJICAT? Alors, tout d'abord, je ne pense pas si j'ai reçu. Je pense que ça continue. D'une part, vous avez réalisé un peu votre rêve. Oui, je le vis. J'essaie de le réaliser et tout en essayant quand même de me perfectionner, de m'améliorer chaque jour davantage. Par rapport à l'AJICAT, c'est l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie. Donc, c'est une jeune organisation quand même qui a été créée en 2014 par des jeunes souciés de l'avenir du Mali, mais surtout un état de droit, un état où il fait bon vivre, où chaque citoyen connaît ses droits et ses limites, ses devoirs bien sûr. Donc c'est comme ça qu'AJICAT a vu le jour et nos thématiques sont vraiment sur l'engagement citoyen, la bonne gouvernance, notamment la participation des jeunes dans les affaires publiques, dans les affaires locales et aussi tout ce qui est consolidation de la paix. Donc à cela s'ajoutent les actions de plaidoyer qu'on mène en synergie avec d'autres mouvements, d'autres organisations de jeunes et de femmes pour interpeller les autorités afin que les préoccupations des jeunes et des femmes soient prises en compte dans les politiques publiques, mais aussi pour que les jeunes et les femmes puissent avoir accès à des instances de prise de décision. Okay. Quelle action significative en tant que femme vous avez mis en place? Alors l'action
significatif que j'ai mis en place, au fait, très souvent quand on me demande, je dis, ma plus grande fierté, c'est le changement que j'ai pu amener d'abord dans ma famille. Ça, c'est ma plus grande fierté parce que moi, à la base, je viens quand même d'une famille, je ne dis pas conservatrice, mais un peu quand même. Et nous sommes des Peuls. Très souvent, chez les Peuls, la jeune fille, même si elle part à l'école, c'est juste un passe-temps, le temps qu'elle puisse aller chez son mari et autres. Donc, ça, c'est des choses avant qui étaient un peu dans ma famille, mais à travers mes engagements et autres mes mouvements, ça, c'est des choses que moi et mon père, on est devenus très proches, des meilleurs amis. Il est d'ailleurs mon conseiller, d'après lui-même, mon fan numéro 1. Donc, on discute de ces choses-là et ensemble, on a vraiment réussi à apporter ce changement dans notre famille. Donc, c'est devenu quelque chose de très important pour lui que les jeunes filles continuent les études jusqu'à la fin. C'est-à-dire, avoir un mari, ce n'est plus devenu comme un résultat, un choix, mais quand même le choix de la jeune fille et tout. Donc ça, c'est des changements que j'ai pu amener dans ma famille et dans notre famille plus globalement. Pas que ma famille, mon père et ma mère, mais la famille plus élargie et même la question de l'excision et autres. Donc j'ai réussi à montrer un peu les méfaits, les conséquences de l'excision. Et ça fait que mes soeurs, les petites soeurs, les cousines et autres ont pu échapper à cela. Donc ça, c'est ma plus grande fierté. En plus de cela, j'ai pu quand même créer un club anti-sida dans mon école, au lycée. Et ce club fonctionne toujours. C'est un club quand même qui mène des actions sur tout ce qui est la santé sexuelle et reproductive, mais aussi sur des questions d'engagement citoyen des jeunes. Donc ce club existe toujours dans mon école et ça, c'est vraiment des choses qui fait plaisir au fait. La question suivante est que ça n'a pas été facile, surtout en tant que femme dans notre société. Quels ont été les obstacles que vous avez eu à rencontrer? Alors, les obstacles que j'ai rencontrés, comme vous l'avez dit, c'est pas facile pour nous, c'est doublement. Doublement, pourquoi? Parce que de un, tu es jeune, de deux, tu es une femme. Donc, ça fait double handicap pour tes engagements. Mais moi, j'étais vraiment animée par ça. C'est-à-dire, c'est une passion. C'est pas quelque chose que je fais comme si c'est un travail, mais c'est une passion que je vis. Et les difficultés, d'abord, ça a commencé au niveau de ma famille parce qu'au départ, mon père, il n'était pas très d'accord pour mes engagements et autres. C'était, il faut aller à l'école. Après l'école, il faut venir à la maison. Mais les activités extrascolaires, il n'était pas trop dedans. Donc, je me cachais pour mener certaines activités, pour participer à certains mouvements. Donc, il n'était pas au courant. Mais heureusement, j'avais quand même l'accompagnement et la bénédiction de mon directeur d'école. Donc, très souvent, c'est lui que j'informais et voilà, pour continuer mes activités. L'autre chose, l'obstacle au niveau de la communauté, c'est-à-dire au niveau du quartier. Je me rappelle, je faisais des sensibilisations par rapport à la santé sexuelle et reproductive, notamment le port du préservatif. Alors, à l'époque, je crois que j'avais à peu près 16 ans, j'étais assez petite. Alors, moi, je participais à une formation où on a parlé du port du préservatif, ça protège contre les IST, contre le sida et autres. Donc, dans les grains et autres, je le faisais avec passion et tout. Mais quand les autres femmes du quartier voient ça, directement, elles se disent, tu es sexuellement active. Et c'était des plaintes à la maison, votre fille... Des préjugés. Voilà, donc votre fille est sexuellement active, elle essaye de gâter les autres jeunes filles et tout. Il y a certaines mamans qui refusaient même que leurs enfants soient amis avec moi et tout. Alors, à l'école aussi, c'était un peu difficile parce que les autres en classe disaient que tu es beaucoup plus proche du proviseur ou du censeur parce que chaque fois qu'il y a des activités extrascolaires, c'est toi qu'on envoyait pour participer à ces activités et autres. Souvent, je chôme les cours pour participer à certaines formations et autres. Donc là, les difficultés, c'était un peu... en fait, ce n'était pas les mêmes caractéristiques, mais quand même, c'était tous quand même des difficultés. Mais heureusement, quelque part aussi, il y avait des personnes qui m'encourageaient à faire ça. Et la plus grande motivation, c'est que moi, ça me plaisait au fait. Voilà. Comme on le disait, quand on est passionné,
On ne s'arrêtera jamais, mais on sera fatigué. Oui. La deuxième et la quatrième question est la suivante. Quel est le rôle de la femme dans la société? Le rôle et la place de la femme dans la société. Alors, le rôle et la place de la femme dans la société, je pense que nous avons, ici au Mali, bon, un peu partout en Afrique, une société assez patriarcale qui a quand même essayé de réserver certains rôles à la femme, notamment le rôle de rester à la maison, d'éduquer les enfants, de mettre au monde les enfants et autres. Mais moi, personnellement, je pense que le rôle de la femme va au-delà de tout ça. Ça va au-delà de tout ça parce qu'il faut voir en la femme un être humain à part entière. Un être humain à part entière qui a son mot à dire, qui a son rôle à jouer dans tous les aspects de la vie, dans tous les aspects de la communauté. Que ce soit dans la famille, dans la communauté, au niveau institutionnel, au niveau politique, la femme, elle est un être humain à part entière. C'est-à-dire, pour moi, je fais partie de ceux-là qui disent qu'il n'y a pas de rôle spécifique pour un homme, pour une femme, mais il y a des rôles pour tout être humain. Et comme on est égaux, le rôle qu'incombe à l'homme, ce même rôle peut être attribué aussi à une femme. Donc le rôle, en général, le rôle de la femme, c'est vraiment participer au développement de sa famille, de sa communauté et de son pays, et dans tous les aspects. Oui. Donc, dans ces derniers temps au Mali, la violence conjugale faite aux femmes a pris une autre tournure. Quelles sont les actions que vous avez menées par rapport à ça? Alors, effectivement, les violences conjugales, notamment certains hommes qui se donnent le droit quand même d'ôter la vie à leurs femmes, ça a pris des tournures assez inquiétantes. Mais moi, je pense personnellement que ça a toujours existé et ça a toujours été comme ça. Mais maintenant, les gens ont la possibilité d'en parler. Et on a la possibilité de savoir que quelqu'un a frappé sa femme, a caillé quelqu'un, a frappé sa femme, a Kidal, ainsi de suite. Mais avant, on n'avait pas toutes ces possibilités parce qu'il n'y avait pas toutes ces libertés pour les femmes, mais aussi même les médias, les canaux. Aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, on peut être au courant très rapidement de ce qui se passe. Donc, pour dire que c'est des choses qui ont toujours existé dans notre société, malheureusement, qu'on essaye de lutter et que ça persiste toujours. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est la sensibilisation. Vraiment, la sensibilisation est condamnée. Alors, nous sommes très limités par rapport à nos actions vis-à-vis de ces violences conjugales parce que tant qu'il n'y a pas de sanctions, ces choses-là ne vont pas arrêter. Quelqu'un qui est violent, quelle que soit la sensibilisation que vous faites à l'endroit de cette personne, dans sa tête, c'est très normal que lui, il frappe sa femme. C'est-à-dire, il y a certains hommes qui ne prennent même pas ça comme ça. C'est-à-dire, pour eux, c'est le rôle de l'homme de corriger la femme. Et corriger la femme, c'est quoi? Voilà, corriger la femme, c'est quoi? La corriger, c'est-à-dire en la frappant, peut-être elle a fait quelque chose qui ne m'a pas plu, donc il faut que je la corrige. Donc ces personnes-là, tant qu'il n'y a pas de sanctions, elles ne vont pas arrêter parce que dans leur tête, c'est comme si c'est normal. Comme je l'ai dit, c'est aussi quelque chose de sociétal qu'on a essayé d'inculquer. L'homme, depuis à bas âge, on essaie de l'inculquer comme quoi la femme qui va venir chez toi, c'est comme un enfant. Donc, si dans la tête de l'homme, un enfant, quand il fait quelque chose, ce n'est pas bien, je dois la corriger. Dans sa tête, la femme qui est venue chez moi aussi, comme c'est un enfant, si elle fait quelque chose qui ne me plaît pas, je dois la corriger. Donc, ça, c'est des choses qui sont dans notre société qu'on doit changer. Et il y a des lois, il y a des textes qui favorisent les femmes, qui favorisent l'émancipation et l'autonomisation des femmes. Mais malheureusement, on essaie souvent de faire deux poids, deux mesures, c'est-à-dire nous avons la République et nous avons la société. Donc nous disons carrément aux gens, soit nous sommes dans la République, soit nous ne sommes pas dedans. Donc quand nous sommes dans la République, on doit respecter ces textes-là, ces textes surtout qui protègent les femmes. Et si ce n'est pas fait, ça doit être condamné. Si c'est condamné, ça doit être poursuivi, ça doit être sanctionné. Mais tant qu'il n'y a pas de sanctions, c'est des choses qui vont toujours continuer parce que quelqu'un a tué sa femme, on l'a emprisonné 10 ans. 10 ans, oui, 10 ans c'est beaucoup, mais 10 ans ce n'est rien parce que la personne a carrément ôté la vie à quelqu'un d'autre. Donc une autre personne peut le faire. Mais si on donne quand même des sanctions exemplaires, ça peut faire que d'autres ne vont pas le faire. Pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils ont peur de la sanction qui peut incomber sur eux. On est en 21e siècle, mais je vois que plus on en parle, plus ça devient la routine. Parce que chaque fois on en parle, mais on voit sur les réseaux sociaux 1 mois, 2 mois, 3 mois qu'un homme a ôté la vie à sa femme. Mais on n'arrive pas à comprendre ça. Comme je l'ai dit, c'est parce qu'il n'y a pas de sanctions. Tant qu'il n'y a pas de sanctions, c'est des choses qui vont toujours continuer. Donc il faut qu'il y ait des sanctions, c'est-à-dire il faut que
l'État assume ce rôle-là. C'est un rôle de protecteur. Que ça ne soit pas quelque chose où nous sommes dans la société et autres. Non, il faut que ça s'arrête. Mais pour que ça puisse s'arrêter, il faut qu'il y ait des sanctions. Mais tant qu'il n'y a pas de sanctions, ça ne peut pas arrêter. Voilà pourquoi, souvent, on a même tendance à croire que c'est devenu un phénomène de mode. Quelqu'un tue sa femme, 2 semaines, il y a un autre qui tue sa femme, 3 semaines, il y a un autre. C'est comme si c'est devenu un phénomène de mode. Oui, parce qu'il n'y a pas de sanctions. Si celui qui le fait a une sanction exemplaire, les autres vont réfléchir 2 fois avant de le faire. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de l'entrepreneuriat féminin au Mali? Je pense que l'entrepreneuriat au Mali, déjà, c'est pas facile, et surtout l'entrepreneuriat féminin. Alors, les femmes qui essaient quand même d'aller dans ce domaine-là sont confrontées par beaucoup de problèmes, même si on a tendance à croire qu'elles ont beaucoup plus de facilité que les hommes, mais c'est pas le cas. Il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau. Donc, l'entrepreneuriat, de plus en plus quand même, les femmes sont dans l'entrepreneuriat. On a beaucoup de femmes qui émergent dans l'entrepreneuriat, que ce soit les médias, que ce soit l'agro-pastoral, que ce soit autre. Donc les femmes vraiment de plus en plus s'engagent dans ce domaine, même si on sait que c'est pas facile. Donc c'est un domaine qui émerge au Mali, surtout l'entrepreneuriat féminin. Ça commence vraiment à prendre de l'ampleur, ça commence à prendre à monter à l'échelle, mais ça a besoin d'être soutenu, ça a besoin d'être accompagné par toute la société et surtout par les institutions. D'accord, merci Adam. Vous êtes un modèle, un exemple pour toute une jeunesse. C'est pour une jeune dame à juger nécessaire de venir vous voir, de témoigner à vive voix devant vous. Elle est là, elle est slameuse. C'est une surprise au fait. Bon. Oui. Et elle est là. Bonjour madame. Prenez place s'il vous plaît. C'est pas évident. Présentez-vous à nos très chers internautes et à Adam. Ouais, il faut allumer le micro. C'est l'émotion. J'arrive pas à croire que je la rencontre. Waouh. D'accord. Bonsoir à tous. Je me nomme Hadiza Toudao. Je suis étudiante en 3e année licence à l'École normale d'enseignement technique et professionnel dans la spécialité exploitation minière. En parallèle, je suis aussi slameuse et j'ai été couronnée championne nationale de slam et de poésie 2020. Et pour anecdote, il y a 3 ou 4 semaines, je la vois ici, elle dit qu'elle veut ressembler à Adam Dicko, elle veut être comme Adam Dicko, je la demande pourquoi. Et aujourd'hui, je crois que je vais avoir la très bonne réponse. Pourquoi vous admirez Adam Dicko? Elle est là en face de vous. Déjà, je dirais que c'est un rêve qui se réalise de la voir d'aussi près. Wow. En fait, Adam, la première fois que je l'ai rencontrée, c'était lors d'un séminaire sur le leadership où elle était venue exposer un peu son parcours. Et dès cet instant précis, elle m'a impressionnée parce que pour la jeune fille timide et réservée que j'étais à l'époque, ça a été incroyable pour moi de voir une jeune femme qui parle avec autant d'éloquence, qui n'a pas froid aux yeux et qui affronte le monde avec autant d'audace. Et très rigoureuse aussi. Ouais. D'accord, c'est bien de l'apprendre, mais wow, elle m'a juste impressionnée et je me suis dit, moi, je voudrais être comme cette femme, tout simplement. Wow. Il y a beaucoup d'émotions sur le plateau aujourd'hui. Adam, quelles sont tes impressions par rapport à ça? Alors, ça je ne m'y attendais pas du tout. Je ne savais pas que je pouvais inspirer autant. C'est vrai que ça fait plaisir, mais c'est aussi quand même un défi. Parce que quand quelqu'un, surtout qui est championne nationale, vient dire ça, quand même, c'est touchant. Je ne pensais pas que je pouvais influencer autant. Ça veut dire que la lutte continue. Oui, ça veut dire que la lutte relève est assurée. Oui, il y a aucun doute, la relève est assurée. Et surtout, comme je l'ai dit, c'est aussi un défi. Ça veut dire qu'on doit vraiment pas baisser les bras et on doit pas changer. Parce que si
on arrive quand même à inspirer, ne serait-ce qu'une personne dans sa vie. Waouh. Ah d'accord, on va vous donner l'occasion de vous poser une seule question, d'autant plus qu'elle est là. Et si vous avez une question pour Adam Diko. Bien sûr, j'en ai une. J'aimerais savoir d'où elle tire tout ce courage qu'elle a au fond d'elle, toute cette motivation qu'elle a de faire face aux autorités du pays, de les mettre face à leurs failles en fait, parce que ça demande un grand courage d'affronter le monde, surtout dans un milieu qui est aussi hostile envers les femmes. J'aimerais savoir d'où tire ton courage. J'ajoute encore votre force, ça vient d'où? Exactement. Ok, je pense que mon courage, je le tire dans le regard des bénéficiaires de nos actions. C'est-à-dire quand je vois un peu ce que nous sommes en train de faire, le peu de changement que ça peut apporter dans la vie des autres, c'est ça qui constitue mon courage. Souvent, vous savez, très souvent, ça m'arrive de me demander pourquoi je fais ça. Parce qu'il y a tellement, comme vous l'avez dit, c'est un environnement hostile pour les jeunes et surtout pour les jeunes dames. Et très souvent, tu te poses la question, mais finalement, pourquoi je fais ça? Pourquoi tout ça? Pourquoi supporter tout ça? Tu as envie de craquer. Mais après, tu as besoin de cette petite voix qui te dit que non, tu n'as pas le droit. Tu n'as plus ce droit, tu ne peux plus te permettre ce privilège-là. Il faut que tu continues. Ne serait-ce qu'une seule personne, ne serait-ce qu'un seul enfant qui va pouvoir aller à l'école, il faut que tu continues. Ne serait-ce qu'une seule femme qui va pouvoir échapper au coup mortel de son mari, il faut que tu continues. Ne serait-ce qu'un jeune qui va quand même s'engager dans la vie politique et apporter un changement dans la vie des milliers de personnes, il faut que tu continues. Et tu t'élèves. Non seulement tu n'as pas le choix, mais tu es motivé parce que tu veux réaliser ça. Tu veux que cet enfant, quelque part au Mali, puisse un jour retourner à l'école. Tu veux que quelque part, cette femme-là, qui est en train de subir les violences conjugales, puisse un jour dire stop et dire non. Tu veux que quelque part, ces jeunes qui sont laissés, qui n'ont accès à rien, à aucun service social de base, tu veux qu'un jour, ces jeunes-là puissent quand même dire que, alhamdoulilah, aujourd'hui, nous avons ça, avant, on n'en avait pas. Donc ça, je tire ma force et mon courage dans ça. Et ça fait que toute personne, quelle que soit l'autorité qui va se mettre devant toi, quelle que soit l'importance, la classe de la personne, tu hausses le ton, tu regardes la personne en face et tu lui dis tes 4 vérités parce que tu crois à ce que tu fais. Non seulement tu y crois, mais parce que tu veux ça et tu veux amener ce changement et tu sais que quelque part, tu as cette possibilité, tu as cette force-là de le faire. Donc, en plus, si c'est un combat noble, donc je pense qu'il le faut vraiment. Oui. Adam Diko, c'est la fin de cette émission. Quel est le message que vous avez à véhiculer aujourd'hui aux autorités, à toutes ces femmes qui nous regardent, à tous ces hommes? Alors, moi, le message que j'ai à lancer, surtout aux femmes, les femmes maliennes, je dirais la jeunesse malienne, mais surtout les femmes, c'est qu'il faut qu'on comprenne que nous ne sommes pas que des victimes. Oui, c'est vrai, à un moment, nous sommes des victimes. Il y a des fois où nous sommes des victimes, oui. Il y a des fois où on l'a été dans le passé, dans notre société. Mais il ne faut pas qu'on continue de drainer ce statut de victime. Parce que quand on a un statut de victime, les autres ont pitié de nous. Et nous n'avons pas besoin de la pitié des autres. Nous avons besoin que ce qui nous revient de droit, qu'on puisse nous le donner. Et quand on ne nous donne pas, qu'on l'arrache. Mais et non pas dire que oui, parce que je suis une femme. Non, parce que je suis un être humain. Mon sexe ne me définit pas. Donc il faut vraiment qu'on sorte de là. Nous identifier à travers notre sexe, il faut qu'on arrête ça. Nous ne sommes pas que des femmes, nous sommes des êtres humains. Et en tant que femmes, nous sommes doublement plus intelligents, plus forts que le reste. Donc il faut que ça puisse se faire comprendre. Pour ça, il faut que nous arrêtons de drainer ces statuts de victimes. En tant que jeunes, c'est la même chose. Il ne faut pas qu'on dise que oui, nous les jeunes, nous sommes victimes, nous n'avons pas ça, nous n'avons pas ça. Il faut qu'on comprenne qu'il n'y aura jamais un moment où on va nous donner. On ne nous donnera pas parce que ça n'appartient pas à quelqu'un. C'est un droit et c'est à moi. Si je ne l'ai pas, il faut que je me lève, je le cherche, je l'arrache.
mais ça n'appartient pas à X ou Y que je dois aller quémander. Non, un droit ne se quémande pas. Un droit, ça s'arrache, ça se défend et ça se maintient. Donc ça, c'est vraiment le message que moi j'ai à lancer aux femmes et aux jeunes. Madame, votre dernier mot, s'il vous plaît. Eh bien, j'espère que... Voilà. Oh là là, c'est pas évident. Il faut être comme Madame Dicko, c'est votre idole. Elle est plus forte que moi. Hein? Non, pas du tout. Elle est slameuse. Il faut être comme Madame Dicko. Elle est slameuse quand j'espère même. bien un jour. Ouais. D'accord. Comme dernier mot, en fait, j'aimerais inviter les jeunes à prendre exemple sur Adam. Je pense que actuellement, elle est le modèle de leadership par excellence, de leadership féminin par excellence. Ouais, parce que franchement, je n'ai vu personne d'autre qui a son charisme, qui a sa volonté, oui, sa force en fait. Donc, j'invite les jeunes à mettre en pratique tout ce qu'elle donne comme conseil, mais surtout à viser haut comme elle, à réclamer leurs droits et à se battre pour maintenir ces droits-là. Et surtout, je remercie l'HCAD. Je te remercie, toi, oui, de m'avoir invité aujourd'hui et de me donner l'occasion de voir d'aussi près celle qui m'inspire autant. Je tenais à vous remercier encore, surtout Adam Dicko, qui a un agenda vraiment chargé. C'est difficile de l'avoir sur le plateau. Et, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Et je dirais que nous ne sommes pas des victimes, oui. Formez-vous, travaillez. Quand on travaille, on espère. Quand on travaille, on a des idéologies. Quand on travaille, on persévère. Merci beaucoup. Merci.